Ah si, j'avais pas vu, en effet, en relecture. Nickel. Donc ah mais en plus on a la réponse et tout, incroyable. Heu, Si jamais vous voyez des questions, je vais peut-être pas m'arrêter sur toutes les questions, mais si jamais vous voyez des questions, qui nécessitent une réponse, n'hésitez surtout pas. Est-ce que les questions type, question 1, c'est bon pour vous ou pas? Donc là, bon, du coup, on a un peu la réponse à chaque fois. On peut pas ne pas afficher la réponse? On ne peut pas ne pas afficher la réponse, je crois pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, on veut savoir quel mot n'appartient pas à ce langage. Ouais, moi aussi je reconnais 1 heure, ça va pas suffire. Donc en fait, là, cette question-là, on l'a fait clairement par élimination. Est-ce que A_1, c'est possible? Donc on peut commencer par un A, puisque là, on a un 0-9, mais avec une étoile. Donc c'est totalement possible de commencer par un A. Ensuite, donc là, le A, ça va être cette partie-là. Ensuite, on a un underscore, donc c'est bon. Mais par contre, entre parenthèses, là, on a un tiré du milieu, avec un exposant point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit présent au moins une fois. Donc comme il faut qu'il soit présent au moins une fois. Point d'interrogation, c'est pas présent au moins une fois, ça peut être 0 ou plus. Pour moi. C'est le plus qui est au moins une fois. Ah non, pardon, attends, le point d'interrogation. Alors attends, faut que je retrouve. En effet, tu as Et raison, c'est soit il pas. y a rien, soit c'est Ah oui, epsilon, soit c'est c'est le ça, c'est soit il y a rien, soit il y a une seule, soit il y en a un seul. Autant pour moi. Donc du coup, là, c'est bon. Enfin, du coup, s'il y en a pas, c'est pas très grave. Et donc, juste après, on a un 1 et on a un 0-9 avec un plus. Donc ça veut dire que justement là, il faut qu'il y en ait au moins un. Et en l'occurrence, il y a au moins un chiffre. Donc la réponse A, elle a, enfin l'expression A, elle appartient au langage. Ensuite, même principe, du coup le A avec le underscore, on est bon. Là, en fait, on rajoute juste un tiret. On rajoute juste un tiret qui est totalement autorisé ici. Et comme on le rajoute entre un underscore et un chiffre, ça veut dire que le mot appartient, enfin l'expression appartient au langage aussi. Là, même principe, cette partie-là, c'est exactement la même chose que la réponse B. Et on rajoute juste un 1 devant, et là, on peut voir qu'il y a un 0,9 avec une étoile. Donc, on est totalement autorisé de rajouter un 1 si on veut. Mais par contre, là, on commence par une lettre. Donc, ça veut dire qu'on est là. Ça veut dire que comme on commence par une lettre, on arrive ici. Et sauf que normalement, juste après la lettre, on a obligatoirement un underscore. Et là, on n'a pas de underscore. On a un chiffre. Donc, du coup, ça veut dire que la réponse n'est pas correcte. Et que que du coup, la réponse D n'appartient pas au langage. Et donc, c'est cette réponse qu'il faut choisir. Si jamais je vais trop vite ou que je passe sur des trucs, hésitez surtout pas à me couper et à prendre la parole aussi parce que je vois pas forcément les messages, quand je le fais. Enfin, quand je le fais. Bref, vous m'avez compris. Du coup, la question 2, bah, ça, c'est un peu évident, c'est que E concaténé à E, hein, c'est pas équivalent à E. Genre si je vous fais, si je vous fais A, A, enfin l'expression AA, bah, c'est pas égal à l'expression A. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, c'est faux. Greg, Oui. il y a une question pour avoir. Ah oui, pardon. Le entre crochets plus, c'est quoi le plus? Alors le plus, ça veut dire que, en fait, c'est comme l'étoile de Clean, sauf qu'il faut que ce soit présent au moins une fois. En gros, l'étoile de Clean, c'est présent 0 fois ou plus, et le plus, c'est présent une fois ou plus. OK, bon là, du coup, pareil, c'est assez intuitif, c'est que epsilon E, c'est équivalent à E epsilon qui est équivalent à E.
Bah, ça, c'est juste parce que quand on concatène un mot vide à quelque chose, ben, ça reste quelque chose. Genre, si on ajoute 0 à un chiffre, bah, ça reste le chiffre, bah, là, c'est le même principe. Là, du coup, hem, c'est pareil, enfin, c'est pareil, sinon c'est un peu plus tricky. Mais en gros, là, ça j'avoue que moi, je le fais un peu plus au feeling, mais en gros, l'étoile, elle se répartit sur chaque et elle transforme le plus en une concaténation. Genre, par exemple, on peut avoir l'expression, EFFF. Ici, de ce côté-là, on peut avoir l'expression EFFF et de ce côté-là aussi. On peut parce que du coup, de ce côté-là, le premier F, il sera, le mot vide et puis après, les trois prochains caractères, ce sera le E qui sera le mot vide. Je sais pas si je suis très clair sur ce que je raconte, mais on va dire que oui. Après ça, c'est relativement intuitif et en vrai, en fait, il faut surtout tester et tester dans sa tête à se faire plein de cas qui peuvent être un peu chelous et tester pour voir si c'est possible, pour voir si ça marche des 2 côtés. Alors ça, c'est du cours de mémoire, genre le cours que j'ai jamais appris et que je réponds un peu au pif, mais c'est du cours. Il me semble avoir vu marqué au début de ce cours-là quelque part. Heu, je sais plus où exactement, mais il me semble l'avoir vu dans ce PDF. Si vous voulez, je pourrais vous renvoyer le PDF dans le channel Lego, enfin, citer le message, heu, dans le channel, dans le channel de cours. Ou si Clément veut le faire, n'hésite surtout pas. Bah, là, vous voyez, bon, j'ai mis au pif, ça a pas marché. Là aussi, manifestement, j'ai mis au pif, ça a pas marché. Ah non, j'ai même pas répondu. Mais du coup, j'ai pas l'explication de cette question. Alors là, du coup, un automate accepte un mot W si et seulement si. Donc en gros, un automate, qui accepte un mot, ça veut dire en fait, c'est des définitions, en fait. C'est que la définition d'un automate, c'est qu'il accepte un mot que si il y a un chemin, entre son entrée et sa sortie qui correspond au mot, qui accepte le mot, en fait. On pourra voir ça un petit peu plus tard dans les questions, parce que il me semble qu'il y a d'autres automates, donc ce sera plus simple. Du coup, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un algorithme de Thomson composé de 17 caractères, concaténation et parenthèse exclue, bah, on a juste à multiplier par 2 et on obtient la bonne réponse, on obtient 34. Alors là, du coup, hem, nous allons, pouvoir, dessiner un peu l'automate. Donc là, déjà, le 1er, le nombre d'états, on peut l'avoir direct en comptant. Donc on a 1 avec le là, on a 1, oh flûte, on a 1, là, on a 2, 3, 4, 5. Donc comme on a 5 caractères, on multiplie par 2 et on obtient 10. Bien vu. Nous avons donc ensuite, pour le nombre d'arêtes et bah, du coup, pour le nombre d'arêtes, fatalement, on est obligé de dessiner l'algorithme. Donc ce qu'on va pouvoir faire non, on va pouvoir faire tout de suite. Donc B, donc là, on a d'abord une en gros, il faut analyser lequel va être le plus grand. Faut prendre la priorité la moins élevée. Donc là, on comprend que c'est comme si on avait des parenthèses, en fait, ici, puisque c'est une concaténation et une étoile de Kleene. Donc on va commencer par le plus. Donc le plus, donc là, on a le départ. Donc on sait que le plus, c'est 2 branches comme ça. Hop. Là, on a en bas, donc on a un plus B. Donc on va commencer par le plus B parce que c'est plus simple. Hop, voilà. Hop et hop. Et là, on a la fin. Et ensuite, on a une concaténation. Non, oui, ça, on a une concaténation d'abord. Parce que, parce qu'en gros, comme il n'y a pas vraiment de priorité, on va prendre dans l'ordre de droite à gauche. Donc une concaténation, on reprend juste ici. Elles sont où? Ah, c'est là.
Donc la concaténation, comme vous pouvez le voir ici, c'est juste I1, epsilon, I2. Donc on obtient quelque chose comme ça. Donc là on a un epsilon, là on a notre état, là on a B, là on a un epsilon, là on a un autre état, je dis pas de bêtises, ça me semble un peu bizarre. J'ai mis les epsilons au mauvais endroit, c'est bien ce que je me disais. Et là la DOM. Donc nous avons d'abord, reprenons, nous avons d'abord juste là A1, donc A1 ici ça va être B. Ensuite on a un epsilon, et ensuite on va avoir la transition A étoile. Donc la transition A étoile, après il faut aller rechercher pour la dessiner. Donc A étoile c'est on commence par un epsilon, après on a un état ici, après on a un A, après on a un état ici, après on a un... Et après c'est la fin, d'ailleurs. Hop là, c'est la fin, hop, là on vient là. Là on a une transition epsilon dans ce sens-là, et on a une transition epsilon dans ce sens-là. Ok, maintenant on peut vérifier. Est-ce qu'on a le bon nombre d'états? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, 10, c'est parfait. Ouais, je donnais le prix juste après. Et donc, du coup, on a les transitions epsilon. Donc, on en a une là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bim, Magie, c'est 9. Alors, la priorité, les priorités opératoires, c'est que en gros, l'étoile de Kleene, elle est toujours prioritaire. Donc, par exemple, là, elle s'applique que sur A. Mais l'étoile de Kleene, c'est un peu particulier parce qu'elle s'applique que sur un seul symbole, donc on la prend pas trop en compte dans l'ordre dans lequel on fait les opérations pour l'algorithme de Thomson. Le plus important, c'est de savoir qu'on fait toujours le plus avant et la concaténation après dans l'algorithme de Thomson, parce que en priorité, en fait, c'est comme si là, entre B concaténé à A étoile, c'est comme si on avait des parenthèses. Mais en fait, l'ordre importe pas vraiment. Le temps qu'on arrive à quelque chose comme ça à la fin, l'ordre importe pas vraiment. L'ordre est surtout pour vous aider dans le dessin, en fait. C'est ça la raison principale de pourquoi j'ai commencé par le plus. C'est que je savais qu'il allait y avoir deux branches et que donc du coup ça allait être plus simple pour dessiner. Mais en soi, l'ordre n'importe pas vraiment. Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, il faut le faire au feeling et ce qui marche le mieux. Enfin, ce qui marche le mieux pour toi. Ok, donc du coup, la méthode d'élimination arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode d'élimination arrière? Eh ben, revoyons le cours. Hein. Donc, parce qu'en gros, une fois qu'on a l'algorithme de Thomson, il y a plein de transitions epsilon qui nous servent à rien. Et objectivement, ça nous fait quand même un peu chier. Parce que, bah, justement, parce qu'elles servent à rien. Donc, nous sommes là à l'élimination arrière des transitions spontanées. Donc là, par exemple, imaginons qu'on a cette partie de l'algorithme de Thomson. On a un epsilon, puis un A. Et ben, en gros, le principe de l'élimination arrière, c'est qu'on va bypass cette transition-là epsilon. Et en gros, on va prendre cette transition-là et on va la coller entre Q0 et Q2. Du coup, en fait, on supprime la simplification l'élimination des epsilon transition. Elle supprime pas d'état. Elle fait que rajouter des transitions, en gros. Très grossièrement, parce que du coup, après, c'est des transitions après, hein, ça va nous permettre d'en supprimer d'autres. Donc, enfin, en gros, on remplace les transitions epsilon par des transitions pas epsilon. Et l'élimination arrière est finie quand il n'y a plus de transition epsilon. Ok. Donc du coup, comme au final, comme on ne supprime pas d'état dans l'epsilon transition, ben, ça préserve les états initiaux originaux de Ah oui, non, pardon, je me suis mal expliqué. Ça préserve pas forcément les états finaux. Parce que par exemple,
Prenons un autre exemple. On a un état ici, là on a un epsilon, là on a un A, hop, et là on a l'état final. Non, là on a une transition epsilon, pardon. On a une transition epsilon, et là on a l'état final. Ok. Donc du coup, l'élimination arrière, ça va faire quelque chose comme ça. Hop, on va avoir le A qui est ici. Ça va nous faire supprimer cette transition-là. Et sauf que du coup, en fait, quand on repasse, quand on re-regarde, bah, on constate qu'en fait, il y a une epsilon transition ici aussi. Donc du coup, en fait, ça devient un état final. Puisqu'il n'y a plus rien après. Je sais pas si je suis très clair. J'espère. Mais du coup, comme ça devient un état final. Et ben, ça préserve pas les états finaux originaux de l'automate. Pas toujours. Bien évidemment, ça ne préserve pas les transitions originales de l'automate, puisque le but c'est de les supprimer justement. Donc on peut pas les. Donc ça va pas. On va pas garder les mêmes. Et donc il reste que la réponse A, préserver les états originaux de l'automate. La vraie explication, c'est pas ça se fait pas forcément par élimination, mais c'est aussi que comme on commence par le départ, on va jamais modifier on va modifier les transitions qui vont du départ vers une autre, mais pas l'inverse. Genre on va pas dire ah bah ok bah en fait ça sert à rien donc on va partir de là. Tu vois. On décide pas ça dans l'élimination via la transition. Là, via l'élimination arrière des epsilon transition. Ok. Ah bah là on n'a pas les réponses. Donc on va espérer que j'ai pas la même réponse. Ok, donc là, Si tu on nous survoles, dit normalement, que. T'as dit quoi? si tu survoles, normalement, t'as la réponse. Ah ouais, bien vu. Donc du coup, on a là, hop là, pardon, les epsilon transition qui sont en gris, et donc il faut faire l'élimination arrière des epsilon transition. Avant émondage, ça veut dire que qu'on ne modifie pas le nombre d'états. En gros, et l'émondage, c'est la suppression des états qui sont inutiles. On verra ça juste après, parce qu'il y a des questions après. Et donc du coup là, en fait, on veut juste créer des nouvelles transitions qui vont bien marcher. Est-ce que je peux importer une image de ça? Oui, je peux importer une image. On va donc prendre un magnifique screenshot et importer une image. On peut vachement pas importer d'image. Ok, c'est bon, on a réussi. Youpi. Donc maintenant, je me souviens même plus de ce que c'était la question à la base. Qu'est-ce que c'est la question à la base? Ah oui, du coup, il faut émonder l'automate. Donc, on va essayer d'émonder l'automate correctement, puisque manifestement, je n'avais pas réussi à le faire. Donc là, on a une epsilon transition qui donne vers rien du tout. Et là, on a une epsilon transition qui donne vers rien du tout. Et là, on a une epsilon transition qui donne vers. Enfin, justement, c'est pas une epsilon transition. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on a une nouvelle transition ici qui s'appelle A. Ok, là, on a le même principe. On a une epsilon transition ici qui s'appelle B. Et je finis avec le bas parce que du coup, le bas est rapide. Là, comme après, c'est l'état final direct, et bah du coup, ça. Oula. Ça devient un état final. Ok. Donc ensuite, le 2, on voit qu'il y a une epsilon vers là, et après, il y a un B. Donc on peut aller de 2 directement à 3 en utilisant B. On peut aller aussi de 2 à 9 directement avec une transition A. Et on peut aller donc de 8 à 9, bon ça la transition elle bouge pas. Ah, on peut aller aussi, non c'est bon, là j'ai tout fait. Donc après à 8, on peut aller, de toute façon on n'a pas d'epsilon transition qui part de 8, donc la question est réglée.
On a une epsilon transition qui part de 9, qui revient vers 8 pour aller vers 9. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut aller de 9 à 9 directement, avec un A. Ensuite, on peut aller de 9 à 3, avec un B. Avec un B. Et 3, ça devient un état final, parce que même principe que 5, c'est une epsilon transition vers la fin. J'ai été un peu rapide parce que du coup, je viens de voir qu'il était 53. Et donc du coup, nous avons une transition ici. C'est quoi la question déjà exactement? Quel est le nombre d'arêtes de A'? Donc considère une arête ne peut porter qu'une lettre à la fois. Donc en gros, là, toutes les epsilon transitions, du coup, on les a fait se dégager en gros. Donc on a une arête ici, on en a une deuxième, donc une arête entre 0 et 9, une arête entre 2 et 3, donc on est à 2, là on est à 3, là on est à 4, 5, 6. Donc en fait, nous, on en a ajouté 6, mais il y en avait déjà 3. Donc 7, 8, 9, et il me semble que la réponse c'est 11. Ok, la réponse c'est 11. Alors pourquoi la réponse c'est 11? À tous les coups, j'ai oublié des trucs. Mhm. Bon, bah là, du coup, on se pose un petit problème, c'est que je sais pas pourquoi la réponse c'est 11. Euh, Oui. non, j'étais en train de réfléchir, mais je suis pas sûr. Franchement, vas-y, propose. Hein. Ah si, non, mais si, c'est parce que j'ai oublié celle-là, là. De 6 à 3, on peut aller en B. Et du coup, j'en ai oublié une autre quelque part, parce que du coup, si je compte, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc du coup, j'en ai oublié une. De 7 à 3, c'est bon. De 6 à 3, c'est bon. De 9 à 3, c'est bon. De 8 à 9, il n'y a rien. De 2 à 6. De 2 à, pardon, de 2 à 3. Ok, donc on est en B direct. De 2 à 9, on est en A. Mais par exemple, le 2 à 3, je comprends pas pourquoi c'est B. Parce Parce qu'on que passe par... Ah oui, non, on peut passer par 6, pardon, oui, en c'est effet. ça, exactement, on passe par 6. Parce que du coup, si on passe par 8, c'est une transition A, mais elle s'arrête en 9, du coup. Elle va pas jusqu'en 3. Moi, du coup, je sais pas où est-ce je sais pas où est-ce qu'il en reste. Je sais pas où est-ce qu'il en manque un. Mais bon, euh, vous avez compris le principe. Mais pourquoi la sortie, c'est pas 1, le tout dernier élément? Pourquoi tu prends pas en compte ton 1? C'est-à-dire pourquoi je le prends pas en Ah, compte. parce que t'as pas, sinon, tu pourrais aller vers 1, par exemple, en partant de 6 pour aller à- Ah non, 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 tu peux pas, tu peux pas. Hmm. Ouais. Bon, du coup, je sais pas où est-ce qu'elle est la transition qui manque, mais il manque une transition. Mais de toute façon, en toute objectivité, l'élimination des epsilon transition, c'est le genre de truc où on oublie forcément quelque chose. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et quel est le nombre d'états final? Donc du coup, là on a dit que 3, ça devenait un état final, 5, ça devenait un état final. Sauf que comme on supprime pas d'état, 1, c'est toujours un état final. Donc on est à 3 états finaux. Et la réponse est 3. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des questions? Non, pas particulièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'un état utile d'un automate? Bon, ça c'est la définition d'un état utile, c'est qu'en gros il est accessible. Donc l'état utile, c'est quand je veux dire là, quand j'entends il est accessible, ça veut dire que depuis ici, on peut y accéder en gros. Si jamais il y avait pas cette transition, si jamais cette transition-là elle n'existait pas, et que cette transition-là elle n'existait pas, bah l'état il serait inaccessible. Là en l'occurrence, non, je peux pas gommer, hop, mais je peux mettre du blanc par-dessus. Cette transition-là, elle n'existe plus du coup, parce qu'on a supprimé les epsilon, donc cette transition n'existe plus. Et donc du coup, ben c'est strictement impossible d'atteindre 4 depuis le départ. Donc ça veut dire que 4, c'est un état qui n'est pas utile, puisqu'il n'est pas accessible depuis le départ. Voilà, ça c'est juste la définition classique. Donc là, combien y a-t-il d'états utiles dans l'automate?
Donc là, on remarque que les états initiaux sont grisés. Donc là, ça veut dire que 2, du coup, les états initiaux, c'est forcément des états utiles. Oui, pardon. Les états initiaux, c'est forcément des états utiles. Attends. Quoi? Pourquoi la réponse est 2? Ah oui, non, pardon. C'est parce que... attends. Mhm. Parce que du coup, logiquement, 3, c'est un état utile. 1, c'est un état utile. Et 2, c'est un état utile aussi. Mais du coup, c'est pas du tout logique. Ok, là, j'avoue que je ne me souviens plus de pourquoi j'ai répondu ça. Il devait y avoir très certainement une logique très complète. Mais je ne m'en souviens plus. Si jamais ça me revient, on reviendra sur cette question si jamais ça me revient. Bon, ça, du coup, c'est de la définition, hein. Un automate déterministe, il a qu'un seul état initial. Plus intéressant, considérons l'automate suivant A. A' sa déterminisation complète. 1, ça veut dire qu'il faut déterminiser. Donc, en gros, il faut déterminiser l'automate. Donc, il faut trouver un moyen qu'il n'y ait qu'une seule entrée. Donc, on va aller chercher le cours. Déterminisme. Je ne me souviens plus comment on fait. Ah si, je me souviens. C'est En gros, c'est le truc avec un tableau, un magnifique tableau. Donc là, on a A et B. Donc on a A, on a B. Et donc là, on va commencer par les états initiaux. Donc les états initiaux, attends, on va les appeler 1, 2 et 3, pour que ce soit plus simple, dans l'ordre. Donc les états initiaux, on a 1 et 2. Et donc, depuis 1, en utilisant la transition A, on peut aller vers 1 ou vers 2. Donc 1,2. Et en utilisant B, pardon, j'ai pas fini, mais on peut aussi aller en... Puisqu'on part de 2 aussi, on peut très bien partir de 2. Donc de 2, on peut aller en A, enfin on peut aller en 2 avec A, et on peut aller aussi en 3 avec A. Donc on a un nouvel état, hop, là on l'ajoute à la ligne parce que du coup c'est un nouvel état. Et on reprend ici, donc 1,2. Donc en partant soit de l'état 1, soit de l'état 2, on peut aller, en utilisant une transition B, on peut aller soit vers l'état 1, soit vers l'état 2. Donc depuis l'état 1, en utilisant B, on peut aller que vers l'état 1. Et depuis l'état 2, en utilisant B, on peut aller que vers l'état 2. Donc on a ici 1,2. Ok, donc maintenant, on va faire la transition suivante. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, avec la transition A, on peut aller soit vers 1, soit vers 1 en utilisant 1, soit vers 2 à partir de 1, soit vers 2 à partir de 2, soit vers 3 à partir de 2, et soit vers 3 à partir de 3, soit vers 3 à partir de 3. Donc on a encore 1, 2, 3. Et donc on fait la même chose avec B. Donc ça nous donne, on peut aller en 1, on peut aller en 2 et on peut aller en 3. Donc ça nous donne 1, 2, 3. Ok. Donc une fois qu'on a ça, on peut on peut recréer un nouvel automate qui cette fois-ci sera déterminisé.
Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul départ. Donc comme il n'y a qu'un seul départ, on aura l'état 1, 2 qui sera l'état de départ. Ensuite, pour aller 1, 2, on peut aller vers 1, 2, 3 en utilisant une transition A. Et on peut aller vers lui-même en utilisant une transition B. Okay. Maintenant, 1, 2, 3, en utilisant une transition A, on peut aller vers soi-même. Et en utilisant une transition B, on peut aller vers soi-même. Okay. Là, on regarde les états finaux. Il n'y avait qu'un seul état final, c'était l'état 3. Donc, tous les états qui contiennent le numéro 3 sont des états finaux. Hop. Et donc là, on a l'automate déterminisé, puisqu'on a une seule entrée et un seul choix à chaque fois. Donc à chaque fois, on peut pas se dire ah je peux prendre plusieurs chemins en même temps. C'est pas possible. Donc on a déterminisé notre automate. Donc combien d'états? Il y en a 1, 2. Et combien d'arêtes? Il y en a une, là. Attends, hop. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et bim bam boum, ça fait des points. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense à pour un oui. Il y a combien de questions sur cette page? Oula, on va peut-être pas finir toutes les questions, parce que sinon, on en a pour à peu près 8 ans. L'algorithme de minimisation de Moore. Ouais, ça c'est du cours, pareil. C'est un peu à prendre par cœur, j'ai envie de te dire, enfin, presque. Peut introduire un non-déterminisme, ça c'est sûr que non, parce que l'algorithme de Moore, si je dis pas de bêtises, attends, faut que je dise pas de bêtises quand même. Bon, bah il est pas dans votre cours, donc je vais peut-être dire des bêtises. Mais en gros, c'est pour passer d'une regex à un automate, il me semble. Ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Bref. Ça c'est vachement long à faire, de mémoire. Et je me souviens plus de comment on fait l'algorithme de Moore. Et comme il est pas dans votre cours, et ben, de ouf. Du coup, on va pas faire cette question. Parce que je saurais pas vous l'expliquer. De comment j'ai fait. C'est du pif total. Donc je pourrais pas vous expliquer non plus ce que ça fait. Un DFA. Ah oui, un DFA, c'est quelque chose qui est un automate fini. Donc pourquoi il ne peut pas être connu? C'est tout simplement parce qu'il y a un puissance n, avec n naturel. Sauf que n, en fait, c'est pas, on connaît pas le nombre qu'il y a. Et donc, par exemple, il faudrait, pour avoir, par exemple, si on a youp, youp, youp. Si on a n égale 12, bah, va falloir faire A, enfin, un état, une transition A, un deuxième état, une transition A, etc. 12 fois. Et après, il va falloir faire une transition B, une autre transition B, etc., 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 12 fois. Sauf que le problème, c'est que n peut être égal à 12, mais il peut être égal à 800 000, à 18, ou à 800 000. Enfin, en gros, comme on connaît pas n, on peut pas on peut pas créer un automate fini avec ça. Je sais pas si c'était très clair, mais on va dire que oui. Ça, pareil, c'est du pif. Ça, vu la longueur de la question et vu les réponses, c'était du pif aussi. Ça, je reconnais, c'était du pif aussi. Donc je ne saurais pas l'expliquer. Ça, c'est des mots un peu tricky, mais en gros, si on a un mot, si le mot c'est ABC, le préfixe, ça peut être AB.
Et donc, le miroir de ABC, c'est CBA. Le suffixe de CBA, c'est BA. Et donc, le miroir du suffixe, le miroir de ce fameux suffixe, c'est AB, qui correspond au préfixe du premier langage. Pour ce genre de questions, franchement, je vous conseille de juste prendre des exemples dans votre tête, les faire, et puis voir ce qui marche. Globalement, même les cas simples, à partir du moment où ils sont un peu différents, genre où il n'y a pas que des A ou que des B dans le mot que vous prenez, ça marchera et ça vous donnera la bonne réponse à peu près. Ouais, ça peut être. Je connaissais pas la réponse non plus. Le produit synchronisé. Ah, mais t'as même pas idée de à quel point le partiel de THLR c'était du pif, hein. Tout ce qui était partie court, tout ce qui était pas automate, c'était du pif. Là, le produit synchronisé, c'est un peu long à expliquer. Si jamais. Est-ce qu'il est dans votre cours déjà? Ok, il y est pas, donc je sais pas si vous l'avez. Mais en gros, le principe du produit synchronisé, c'est de parcourir deux automates en même temps et de les fusionner. Mais du coup, comme c'est pas dans votre cours, je sais pas si vous l'avez fait ou pas. Donc je ne saurais pas vous dire. L'algorithme de BMC, c'est l'algorithme de Broswowski-Smarkowski, à mes souhaits. Et donc c'est ça, il calcule une expression régulière euh, en fonction d'un automate. Donc en gros, il fait la conversion automate vers regex. Bon, du coup, je vois qu'il est déjà 14h10. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la prog, d'ailleurs? Il est pas 14h10, il est 15h10 en France. Autant pour moi. Ok, bah du coup, en tout cas, si jamais vous avez des questions sur la THLR, n'hésitez surtout pas. Même envoyer un message dans les channels adéquats, etc. Et bah voilà, on va s'arrêter là pour la THLR. Je pense qu'on a déjà fait pas mal et qu'en vrai, les automates, c'est le plus important, c'est ce qui rapporte le plus de points. Et, et voilà. Puis le reste, on peut toujours gratter des points sur les notions de cours à apprendre, que j'ai apprises bien évidemment, hein. Je ne vois pas ce qui vous fait dire le contraire. Et bah voilà, du coup. Et ben passons à la prog maintenant.